Eh ben, bienvenue à l'Inoé. Merci d'avoir répondu à cette folle proposition. C'est un peu la deuxième pour moi en quelques jours. Alors voilà, c'est à la fois excitant et ça peut justement créer tellement d'excitation qu'on va un peu se déconnecter de nous, du monde des autres. Alors on va essayer de prendre soin de ça. J'ai déjà partagé tout à l'heure ce soupir intentionnel qu'on peut poser. On peut faire il y a des tas de petites astuces comme ça. On en a tous. Il y a des gens qui vont peut-être se tapoter, se caresser, fermer les yeux pour s'imaginer ailleurs, respirer, c'est extrêmement efficace. On a tous souvent nos petits rapports avec une manière de respirer pour se déposer, être bien présent. Et donc, je vais introduire tout de suite l'idée de cet échange, c'est parce que j'ai une passion depuis un moment sur le nerf vague, la théorie polyvagale, comme on l'appelle. Et quand je l'ai découvert, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était une pierre angulaire de notre rapport entre êtres humains déjà. D'où l'intérêt de mélanger ça avec l'idée de parentalité, de la naissance, la prime enfance. Mais là, c'est notre sujet du jour, mais ça touche tous les domaines. Et surtout, moi, j'ai trouvé que quand je dis pierre angulaire, c'est que avant en fait, de se rencontrer, que je te rencontre, toi, par exemple, ou les autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes un peu avec nous dans la salle, d'abord, ce que j'en ai compris, c'est que ce sont nos systèmes nerveux qui se rencontrent. C'est-à-dire que je vais commencer par parler de ça dans le sens où on appelle ça la neuroception. La neuroception, c'est le principe, c'est qu'avant de te rencontrer, de te voir et d'avoir une idée que je me fasse une idée de comment tu vas, est-ce que je me sens bien avec toi? Enfin, non, ouais, qu'est-ce que je sens de toi? Qu'est-ce que ça me raconte de voir ton visage, tes cheveux, tes vêtements, etc., ta position, parce que avant que tout ça n'arrive, en fait, mon corps aura déjà capté toutes les informations. Il aura capté, si par exemple, tu es une personne qui m'interpelle particulièrement, peut-être que je vais avoir une augmentation de mon rythme cardiaque. Si, au contraire, imaginons que je suis dans une situation où j'ai du dégoût, je vais peut-être avoir des sensations un peu désagréables, je peux avoir de la chair de poule, je peux avoir des tas de choses comme ça, je vais avoir les pupilles qui se dilatent, je vais avoir, je peux même avoir les naseaux qui se dilatent, tu sais, on se met à respirer plus parce qu'on se prépare à quelque chose. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui se passent, mais en fait, ça, c'est d'abord le corps. Tout ça est vécu dans le corps en premier lieu, ça remonte au cerveau, et c'est là que je me fais une idée de, tiens, cette personne que je viens de croiser m'impressionne, celle-là me plaît, m'attire, cette situation, cet endroit avec cette mauvaise odeur, en fait, ne me plaît pas. Et avant d'avoir eu l'idée, d'abord, tout mon corps a capté ça. Et ensuite, dans le cerveau, on s'en fait une idée. Mais tout commence par nos sensations, nos sens qui nous ramènent de l'information. Donc ça, c'est vachement intéressant de comprendre que c'est sur la base de ces sensations-là qu'ensuite, ben, on va avoir des types de réactions. Et ce que nous a expliqué la théorie polyvégale, c'est que si je me sens particulièrement bien, je suis avec toi, j'ai pas l'impression d'avoir du mal à trouver mes mots, enfin, on a une bonne lumière, je crois que les gens nous voient. D'ailleurs, euh, est-ce qu'il y a des personnes à... Non, il y a des personnes à accepter. Donc voilà, j'ai pu me détendre avec ce truc-là. Bref, je suis bien. Quand je suis comme ça, je suis bien. Mon système nerveux autonome, on dit qu'il est inhibé. Je vais vous en parler un peu derrière. Qu'est-ce que c'est le système nerveux autonome? Il est inhibé dans le sens où j'ai pas besoin de faire appel à des stratégies pour me sentir bien. Je me sens déjà bien. Je peux même faire des blagues sur moi. Si jamais quelqu'un me fait une blague dessus, je vais pas tout de suite réagir. Par contre, justement, si quelqu'un d'un coup me fait une blague ou par exemple me dit mais t'es hors champ, tu vois, on commence une vidéo et je suis pas dans le truc, je suis à moitié comme ça et on me le fait remarquer. Alors en fait, ça va peut-être activer énormément d'insécurité en moi et face à cette sensation d'insécurité, donc vécue par le système nerveux autonome sur la base de tout ce qui s'est passé et qui est remonté à mon cerveau, et d'un coup, ça va dire, avant même que j'ai le temps vraiment de me faire une idée de qu'est-ce qui est en train de se passer, et ben mon système va dire, oula, insécurité, parce qu'il faut penser que le système nerveux en fait, passe son temps dans la journée en permanence. C'est même pas une boucle, c'est juste permanent. De poser la question, est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en insécurité? Comme je vous disais, je suis en sécurité, le système nerveux autonome, il est tranquille, il a pas besoin d'agir. Si par contre je sens de l'insécurité, et alors ça, je vous le dis, ça arrive des milliers de fois par jour, à ce moment-là, c'est le système nerveux autonome qui fait OK, alors en fonction du degré d'insécurité vécu, je vais vous expliquer, il y a une sorte d'échelle, il va y avoir une réponse. Cette réponse est la meilleure réponse
que j'ai vécues ou que j'ai vu vivre par d'autres. Donc, on ne fait appel qu'au passé, au déjà vécu. Exit l'inconnu. Quand c'est mon système nerveux autonome qui produit ma réaction, ma réponse, alors je ne fais que revivre quelque chose que j'avais déjà vécu. Si c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais tout petit, bah, maintenant je suis adulte et c'est très différent, donc ça va changer forcément la forme, mais le style de réponse est toujours le même. Et donc c'est pour ça qu'on va faire du développement personnel, voir des psychiatres, des psychologues, etc., rencontrer des gens qui nous font évoluer, se mettre à faire du yoga, faire des enfants, on va pouvoir en parler, parce que ça nous fait vachement évoluer et revisiter en fait toutes ces réactions premières et commencer à en avoir de nouvelles, à pacifier notre relation. Voilà, j'espère que jusque-là, ça va pour tout le monde. Pour vous donner, je ne vais pas pouvoir rentrer très profondément dans tout ce qu'est la théorie polyvagale. Vous pourrez regarder le précédent replay, peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont déjà vu. Ça, vous verrez que j'ai un peu approfondi le sujet. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est juste cette échelle. En plus, je n'étais pas arrêté très très longtemps dessus. Euh, il va y avoir des mots. Je vais essayer de mettre des mots techniques. Alors, vous allez essayer vous pourrez faire le lien avec des mots que vous connaissez. Tout à l'heure, je vous ai dit quand je me sens bien, en connexion avec moi, les autres et le monde, on appelle ça le ventral. C'est lié, c'est vraiment physiologique, hein. Tout ce que je vais vous dire est basé sur la physiologie. C'est pour ça que je trouve que c'est génial, parce que c'est pas une idée, une théorie ou quoi que ce soit. On a étudié comment fonctionne notre système nerveux avec des ganglions à des endroits, d'autres endroits des systèmes qui sont myélinisés, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui protège la gaine, d'autres pas. Pourquoi c'est comme ça? Et tout ça a donné une explication physiologique de ah d'accord, c'est ça qui se passe. Et c'est ce truc-là que je trouve qu'on devrait enseigner à tout le monde, parce que comme je te disais, avant que tous les deux on se rencontre, c'est d'abord nos systèmes nerveux qui se sont rencontrés. Donc comprendre, ok, donc mon système nerveux, en fait, à ta rencontre, vit ça, me fait vivre ça et me met dans tel ou tel état. Et donc ces états, le premier, l'état un peu roi, si on peut dire, mais qu'on n'arrive pas à garder toute la journée, c'est le ventral. C'est celui dans lequel on est bien. Notre système nerveux autonome est inhibé, il n'a pas besoin de réagir. Je le mets tout en haut d'une échelle. Et puis, quand parvient quelque chose dans notre environnement qui nous génère de l'insécurité. Genre, ah, j'ai pas trouvé le bon mot, ça peut être ce genre de truc-là. Genre, ah, je ne veux pas être compris alors qu'on a enregistré, hop, un peu de stress. Et ben, je vais avoir une stratégie qui va apparaître. J'aime bien utiliser cette image on imagine qu'on est à l'époque des pierres à feu, des hommes des cavernes. Il y a un tigre à dents de sabre qui sort de derrière un rocher. Si je suis le vaillant guerrier de la tribu, j'ai déjà eu un peu affaire à ça au moment où on chasse les mammouths, il y a aussi des fois des tigres à dents de sabre, on ne sait rien, des histoires comme ça. Et je sais comment le faire fuir peut-être, ou l'impressionner, qui se pose la question avant d'attaquer, peut-être qu'il va aller faire autre chose. Donc par exemple, ce personnage-là vit d'insécurité, quand même un tigre à dents de sable, c'est pas juste un copain qui arrive derrière un forêt. Il va peut-être prendre un gros rocher et le balancer en direction ou sur le tigre à dents de sable pour le faire fuir. Donc là, il a une énergie très proactive, il est vraiment dans de l'énergie proactive, mais pour contrer en fait ce qui génère de l'insécurité, pour le faire presque disparaître, le remettre hors de loin, de sorte que la sécurité puisse revenir. Si il avait un peu moins d'énergie, ce personnage, que c'est pas forcément le meilleur chasseur de la tribu, que c'est juste un personnage de la tribu qui fait d'autres trucs, ou un débutant chasseur, par exemple, il voit un tigre à dents de sable arriver, waouh, il flippe, il sait qu'il est quand même venu à la chasse et il s'y attendait un peu qu'il puisse y avoir des trucs, mais là, en fait, sa stratégie, il n'arrive pas à aller contre et faire disparaître. La meilleure manière de la faire disparaître, c'est lui de disparaître, de s'en aller, de fuir. Donc là, c'est encore de l'énergie. Il a la disponibilité de l'énergie, mais c'est pour fuir, pour quitter l'espace. Et l'espace peut se quitter de plein de manières. Quand, par exemple, on se raconte des histoires, non, mais en fait, ça va, c'est pas grave, etc. C'est une manière de quitter l'espace dans lequel on est en train de vivre depuis notre biologie des choses. Donc on va fuir l'instant. On peut le traduire comme ça. C'est la fuite. Et on a de l'énergie pour ça. On se raconte des histoires, on ferme les yeux. On a plein de stratégies pour fuir les événements. Et alors, si on n'a vraiment pas d'énergie, imaginons toujours notre tigre à dents de sable qui sort de derrière un rocher. Là, la personne, c'est pas du tout une personne qui a l'habitude de se mettre dans des situations compliquées comme ça, avec des choses dangereuses. Alors là, un tigre à dents de sable, jamais elle pensait pas que l'endroit où elle passait pour masser, je sais pas, des baies, je sais pas ce qu'elle faisait. Alors là, elle s'attendait pas du tout à ça. Et elle a pas du tout eu l'habitude de mobiliser de l'énergie face à quelque chose d'aussi insécurisant, terrible, terrifiant. Et elle peut carrément, elle, être
on appelle ça en dorsale, c'est-à-dire qu'elle va être inhibée, figée, freeze en anglais. Voilà. Pour en anglais, l'équivalent c'est flight. Flight, ça veut dire fuir, Ouais. celui quand on remonte un petit peu l'échelle, et fight, le premier, où là on a beaucoup plus d'énergie. Parce que fight, par exemple, quelqu'un me fait une mauvaise blague, je peux tout de suite dire, ouais, toi, t'es nul, t'es toujours agressif avec les gens, enfin, un truc comme ça. Donc là, c'est fight. C'est-à-dire que j'ai de l'énergie pour le repousser, aller essayer de faire disparaître ça. Si au contraire, ben, je n'ai pas vraiment ça, on me dit un truc bête, je sais pas quoi faire, je dis, ouais, t'as peut-être raison, enfin, et de m'en aller, de dire non, mais c'est pas moi, mais en fait, non, mais je vais essayer de m'échapper de cette situation extrêmement inconfortable, insécurisante. Non. Et puis sinon, ben, il y a des gens qui nous font ça, allez ou non, et on ne sait pas pourquoi, mais pour nous, c'est un niveau d'insécurité tel qu'en fait, on ne sait juste pas réfléchir, réagir. On ne sait même plus réfléchir. Hein, tout est inhibé. Tout notre cerveau, il faut imaginer, il s'éteint étage par étage, et on n'a presque plus rien. Donc, peut-être la respiration va continuer, pas sûr. Le cœur, il y a des chances, mais vraiment, on est en état de sidération, de blocage. Donc, c'est une échelle dans le sens où, quand on est, j'aime bien utiliser cette échelle, donc on a le ventral en haut, le sympathique agressif, on l'appelle comme ça, le sympathique fuyant, et enfin le dorsal. Quand on est en dorsal, le seul moyen de revenir en ventral, ça va être de remettre du mouvement. C'est pour ça que je vous parle d'une échelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, depuis le dorsal où on est figé, et donc si jamais, vous pouvez mettre ça en lien avec dans vos vies, où on voit quelqu'un qui est figé, on lui dit ça va, tranquille. Ça ne sert, entre guillemets, à rien de lui dire ça va, surtout qu'en fait, souvent, on est en fait nous-mêmes dans le sympathique agressif, c'est-à-dire qu'on essaye de transformer l'autre parce que ça nous crée de l'insécurité, de le voir en état de panique. Donc du coup, on vient et on essaye de le modifier, de le changer, et on est déjà nous-mêmes dans un système de réaction. Si vous imaginez un pompier hyper entraîné, qui a déjà vécu des tas d'interventions dans des endroits vraiment compliqués, ce genre de personnage qui a vécu plein de choses, en fait, ce qu'il aura fait, c'est que dans des situations très complexes, comme peut-être celle-ci, il va réussir à garder son calme. Et peut-être que cette personne-là sera encore en mental. En étant encore en mental, elle va pouvoir être créative et avoir une autre manière de réagir, mais pas à essayer d'éteindre la chose. Elle va venir prendre soin et essayer d'avoir voilà, de la créativité, de l'inspiration pour gérer cette situation. Et je crois que j'ai pas fini mon. Mais en gros, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le dorsal, quand on y est, le meilleur moyen, c'est de remettre du mouvement. Donc déjà, évacuer si on peut l'insécurité, parce qu'en fait, si elle est toujours présente, la personne va rester figée, ça ne changera pas. Si, par exemple, j'ai un exemple qui me vient comme ça. Imaginons que quelqu'un s'est ouvert, il y a beaucoup de sang sur sa cuisse, bah, peut-être qu'un truc, ça peut être simplement de le couvrir. On ne se rend pas compte, mais simplement que le truc qui vraiment la terrifie à ce point-là, juste de ne plus lui mettre la couvrir ou de l'occuper à autre chose, d'un coup, va sûrement permettre que ça diminue. Et puis après, remettre un peu de mouvement. Lui dire j'ai combien de doigts, qu'elle soit obligée de tourner la tête, de regarder. En fait, elle va remettre du mouvement et elle va sortir de cet état de figement. On n'en est pas encore à du ventral, mais au moins, on va peut-être pouvoir un peu plus communiquer avec elle, avec son système, même si on communique avec beaucoup moins. C'est-à-dire que, comme je vous disais, le cerveau, il s'est un peu éteint. On n'a plus qu'accès à quelques petits trucs, surtout que du connu. Voilà, ça c'est pour un peu la théorie. Maintenant, cette théorie, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce que j'adore, c'est que c'est une théorie qui nous explique, d'accord, donc en fait, dans nos interactions, ça arrive extrêmement souvent. Peut-être que tu vas faire quelque chose, voilà, là, par exemple, tu souris, ça peut m'aider à me mettre en ventral. Si au contraire, tu avais fait une mine genre, je comprends rien à ce que tu dis, à tous les coups, ça aurait pu générer de l'insécurité chez moi. Et là, j'aurais une tendance, si ça générait de l'insécurité, à chercher dans ma meilleure stratégie qui va s'exprimer pour réagir à ça. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, je vais passer à autre chose, ça va être un peu fuyant. Ou alors, je vais dire, non, mais t'inquiète pas, tout va bien, je vais essayer de rentrer dans ton système pour que ton système se régule autrement, pour que tu arrêtes de me présenter ça qui est hyper sécurisant pour moi. Tu vois, je vais essayer de te changer, ou alors de fuir. Ou alors, bon, bah, je ne vais pas faire comme ça, juste face à une mimique, mais faut imaginer qu'une mimique, on ne sait pas pourquoi, la personne dans sa vie a généré ce genre de figement, ça a été terrible pour elle de voir ça une fois. On va prendre autre chose qu'une mimique, mais imaginons une situation. Genre quelqu'un qui commence à faire ça, tu sais, qui prend un truc dans quelqu'un qui a vu un jour quelqu'un sortir une arme à feu, un couteau, je sais pas quoi. Peut-être que d'un coup, elle pourrait rester figée et donc, qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Et en fait, nos enfants, bah, ça fonctionne beaucoup comme ça. Eux, la différence,
Non, avant d'arriver sur les enfants, parce qu'après on va embrayer vraiment là-dessus. Quand je vais parler d'un truc qu'on voit beaucoup dans le monde la psychanalyse, du développement personnel, c'est retravailler sur son enfant intérieur. On essaye d'avoir une relation avec, on essaye de le laisser s'exprimer, il y a des choses comme ça. Et je trouve ça très, très chouette, très simple. Et moi, ce que j'adore à travers la théorie polyvagale, c'est qu'elle vient nous expliquer comment fonctionnent énormément de choses. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'on était ce système nerveux et que notre objectif, c'est de trouver comment nous réguler, soit je vais me réguler par moi-même avec mes propres techniques. Par exemple, je fais du yoga le matin ou je fais, comme je vous le disais tout à l'heure, ok, je laisse tomber le truc, je suis en voiture, je commence à avoir de la panique, bah, je m'arrête sur le côté, c'est une première stratégie. Je regarde dehors, je vais respirer. On a tous plein de stratégies pour s'auto-réguler. Et puis des fois, bah, on a besoin que ce soit l'autre qui nous aide à nous co-réguler. Donc, du coup, c'est par l'autre qu'on va pouvoir se réguler. Ce qui va permettre de nous réguler avec l'autre ou avec nous-mêmes, mais je vais commencer par l'autre, parce qu'après je ferai la transition avec nous-mêmes, c'est que l'autre, il parvienne à rester dans son ventral, ce qui est l'objectif pour tous les thérapeutes. Un thérapeute, normalement, en face de son client ou de sa cliente, devrait cultiver ça. Moi, c'est ça que j'ai compris. Alléluia, merci de m'avoir enseigné ça. Maintenant, j'ai compris que c'est mon principal objectif. Au-delà de la technique, de la maîtrise d'un quelconque outil, d'un processus, il faut que je reste en lien avec moi, en lien avec l'autre, même au moment où la personne est en train de vivre quelque chose qui est peut-être de l'ordre justement d'un sympathique agressif, fuyant, un ennui dorsal. Moi, je dois rester en lien. C'est le seul moyen pour que elle trouve la ressource interne en, en, en ayant moi en face pour se réguler. Et ce que j'aime bien dire même, c'est qu'en fait, notre cerveau ne fait pas la différence entre l'état de l'autre et notre état. C'est-à-dire que si je suis en train de vivre quelque chose de l'ordre du sympathique fuyant, c'est typique en séance de psy, où on commence à vouloir expliquer, non, mais en fait, si mes parents, ils m'ont tapé, mais c'est normal, à l'école, j'étais en train de fuir, le fait le fait de se faire taper est quelque chose qui peut avoir créé des séquelles et qui est quelque part une violence, quoi. C'est vécu comme une violence. Je ne dis pas que l'autre est violent, mais c'est vécu comme une violence. Et si le thérapeute en face, j'entends ce que vous dites. Et vous voyez, enfin, enfin, c'était quand même terrible, il m'a fait ça, machin. Oui, genre, c'est terrible. Mais moi, je reste en lien, je reste connecté. Alors, la personne, en elle, elle va pouvoir vivre ces deux choses simultanément et petit à petit se dire, OK, donc j'ai vécu ça, mais ça va en fait. Donc, je vais pouvoir commencer à reprendre mes moyens. Petit à petit, je vais pouvoir reprendre mes moyens. Et en fait, cette expérience qui était restée cristallisée à un endroit, cette expérience qui s'est revécue peut-être plein de fois dans ma vie depuis, si on va vraiment loin et qu'on fait une bonne thérapie et que la personne en face reste vraiment tout le temps en ventrale, alors on va pouvoir laisser cette expérience qui était restée cristallisée. Imaginez, moi j'aime bien comme une rivière, une expérience passe par nous, et si tout se passe bien, elle fait son chemin. Et si ça se passe pas bien, si on n'arrive pas à l'accueillir complètement, et notamment des expériences difficiles, douloureuses, euh, on va commencer un peu à aller vers les enfants. Un enfant, il pleure. En fait, le pleur, à plein de moments, c'est pour justement laisser couler, en plus, on voit les larmes, etc. C'est pour laisser couler l'expérience. L'expérience, elle est douloureuse, c'est de la tristesse, et on ne sait pas forcément bien ce que c'est. Mais en fait, si l'enfant arrive à pleurer jusqu'au bout, à ce moment-là, l'expérience est passée. Un enfant qui vient faire un câlin, il a vécu plein d'expériences qui sont restées cristallisées dans sa journée, notamment après l'école, après des tas d'interactions au jardin d'enfants, ou je ne sais pas où, chez la voisine, avec mamie. Si à un moment on lui fait un bon gros câlin, il y a des chances que plein de petites expériences qui étaient un peu restées cristallisées et qui risquaient donc de demander à être revisitées X fois jusqu'à ce que peut-être ça passe. Ben là, en fait, un câlin, un bon câlin qui dure jusqu'à ce que l'enfant vous manifeste que ça y est, c'est qu'il a peut-être laissé des tas de petits, comme des grumeaux, comme vous savez, comme des branches de bois dans la rivière, qui ont pu finir et aller à la mer. L'enfant n'aura pas perdu l'expérience, il aura juste réussi à la voir comme telle et pas à s'identifier à ce qui s'y est passé dedans et à rester bloqué. Et peut-être que plus tard, il y aura moins de problèmes que nous à devoir en résoudre à d'autres. Voilà, donc je voulais vraiment dire ce truc sur l'autorégulation, mais qui est plutôt un privilège de gens avec un système nerveux plus construit. Et ça, quand je dis ça, ça veut dire que ça peut commencer dans l'enfance, mais assez grand déjà, je pense. Vous pouvez quand même avoir de la ressource en soi, comme on dit. On ne peut
pour rien qu'on dit qu'il y a un moment un âge de raison, et cetera. On voit bien que dans la progression de la conscience de soi et de ses propres ressources, ça prend du temps. Et si on se concentre sur les premières années, on avait dit que là, peut-être aujourd'hui, on reviendrait sur tout ça. Dans les premières années, en fait, on n'est pas en capacité, par exemple, de se sécuriser à avoir à manger, à avoir chaud, à avoir froid, à se déplacer hors du danger, de la pluie, et cetera. Donc ça, ce sont les autres qui doivent le faire pour nous. C'est vraiment, la même chose pour le système nerveux. C'est les autres qui doivent nous co-réguler. Moi, je suis pas en capacité encore à cet âge-là. Je sais pas gérer mes émotions, je sais pas encore ce que c'est, je sais pas qu'est-ce qu'on fait de cette expérience qui a été terrible. Et donc j'ai besoin de l'autre, de la maman qui reste, l'idée, l'image qu'on a de la maman toujours affectueuse, et cetera. Et moi, j'aime bien maintenant, avec ce regard de la théorie polyvagale, de me dire, c'est surtout une maman ou un papa qui est détendu et qui se sent en sécurité. Alors là, tout peut être possible. Et si jamais il pleut à verse, et qu'il fait froid, peut-être que moi-même, en tant qu'adulte, je vais pas me sentir en sécurité. Et donc, je vais me mettre en sécurité. Et là, je vais me détendre. Il y a des chances que le bébé arrête de pleurer, il va passer à autre chose parce que moi-même, je lui permets, sa sécurité est là, elle peut revenir. Et donc, petit à petit, on va lui donner de plus en plus d'autonomie, il va prendre son autonomie tout seul. Mais voilà, dans les 3 premières années, grosso modo, et un peu plus jusqu'à peut-être la fin de notre vie, de toute façon, on peut plus se co-réguler. En tout cas, les premières années, c'est vraiment très important de voir l'importance capitale que nous avons dans cette co-régulation. Voilà. Qu'est-ce que ça te raconte? Ah, j'ai déjà plein de réactions qui sont dans mon système. Ouais. Quand tu parlais des 3 manières de réagir, ouais, de l'attaque, Ouais. la fuite ou bien freeze. Je devais tout de suite penser à des femmes qui accouchent. Mhm. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui savent encore très bien comment donner la naissance à leur enfant, mais des fois, ils entrent quelque part et il y a une phrase qui les frappe. Par exemple, il y avait une maman qui m'a raconté, j'entrais à l'hôpital et une sage-femme à l'autre disait, oh, encore une qui entre. Et là, Mhm. elle a dit, c'est le départ de ma césarienne. Ah ouais. Est-ce que ça te Bah oui, oui, tu correspond forcément. avec toi? Parce que moi, je suis sûre qu'autour d'une femme qui accouche, quand tout le monde sait rester en train, tu Oui, l'appelles ça, oui. qu'elle va faire ce truc qui est quand même encore toujours allez, une étape grande dans la vie. Et pour moi, c'est comme sage-femme très beau à voir que tu ne dois rien faire que être dans un état ventral et inviter les autres autour de la femme aussi, comme le papa. Des fois, je travaille un peu plus avec les papas que les mamans parce que Ouais. les mamans font leurs choses. Et donc, j'ai fort dû penser à ça que dans toutes les situations que les gens autour ne sont pas en ventral, c'est pour Mhm. la femme qui vient très dur à rester dans sa force et dans sa confiance. Alors justement, Et ouais, te parle? ce que je peux te dire surtout, c'est que en fait, moi j'adore comprendre les choses comme ça, parce que ça reparle de l'individu lui-même et pas de son environnement. C'est-à-dire que une femme toutes les femmes vont être différentes dans ce moment-là. Peut-être que 2 personnes dans la pièce, c'est déjà trop pour elle. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit en ventrale ou pas en ventrale. C'est le fait de voir rentrer une Ouais. personne. En fait, c'est vraiment chaque personne va vivre une expérience. Et en fonction de ce que l'expérience, la manière dont l'expérience se présente, son système, comme je disais, va dire je suis en sécurité ou je suis en insécurité. Et peut-être que c'était un nombre de personnes, c'était pas forcément l'état des personnes. Ça peut être aussi, en fait, je me sens pas très très bien ou dans cette pièce ou à l'endroit où je suis dans Mhm. cette pièce. Et en fait, de toute façon, j'ai déjà une bonne partie de mon ventral qui est pas facile à maintenir. Alors, je vis des tas de choses dans mon corps, etc. Mais des fois, tu vois, on est à 2 doigts de sentir ce qui se passe. Enfin, je dirais, quand on est vraiment en ventral, on sent ce qui se passe dans le corps. On se dit, waouh, il se passe ça. Et si on n'y est pas, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et ça commence à faire mal, etc. En fait, la même chose, c'est juste depuis l'état d'où on le vit. Et l'état, il est en effet dépendant des personnes, de leur état, de, de l'espace lui-même, du confort de la chaise, de la Mhm. température dans la pièce, de la température de l'eau dans la piscine, l'accouchement, enfin, de mille et un trucs. Ouais, j'ai encore une question. Si une dame est dans une situation sans sa propre sage-femme, parce que quand on a choisi sa propre sage-femme, on est dans cette Ouais, vous avez sécurité. cultivé ça. On a construit ça pendant des mois. Mais les mamans qui n'ont pas eu ce chemin, j'ai la question avec théorie, comment elle pourrait s'autoréguler parce que dans une situation qu'il y a une sage-femme pour 5 mamans,
Elle Mmh. court dans dans le couloir, elle va dans une chambre et elle a le stress que l'autre va avoir sa césarienne et ce bébé-là va pas trop bien. Comment une femme qui est dans cette situation comme ça, qui rencontre quelqu'un qui vit comme ça, ou un gynéco qui entre la chambre qui dit si ça continue comme ça, c'est une césarienne. Mmh. Comment une femme qui est dans cette situation, elle peut autoréguler soi-même Alors ouais, c'est avant intéressant. d'arrêter Ouais, tout le travail. il y a plusieurs sujets. Il y en a un déjà intéressant, c'est sur la dérégulation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi se co-déréguler. C'est-à-dire que si j'arrive d'un endroit avec un énorme stress, ben, en fait, les personnes en face, pareil, vont vivre leur système et en face de quelqu'un qui arrive avec autant de stress, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je me sens quand même encore en sécurité, capable de dire vous avez peut-être déjà rencontré des gens comme ça qui disent: «En fait, tu es gentil, mais ton énergie là, tu la Oui, gardes dehors». C'est une personne qui a la capacité encore, de réguler, de poser oui, des actes. Soit elle est en sympathique agressif, néanmoins elle a de l'énergie pour dire: «Hop là, stop, là tu dégages». C'est pas forcément en lien d'amour et de lien avec la personne, mais en tout cas, elle a les moyens de prendre soin. Alors que celle qui a pas du tout, elle voit arriver le truc et elle se le prend en plein et ça la met, peut-être en complet fuyant ou en dorsal. Donc en fait, encore une fois, ça dépend vraiment de comment sont les autres oui. personnes. Ce que je sentais aussi comme réponse, c'est que, parce que moi, si je m'intéresse à faire des vidéos comme ça, à en parler parfois autour de moi, c'est que j'imagine une civilisation, une culture dans laquelle ce soit beaucoup plus évident pour tout le monde et en fait, qu'on le sache. Donc imaginons que toi, en tant que sage-femme, tu peux faire le travail en amont. C'est que les personnes qui vont être autour, surtout peut-être principalement si c'est le papa qui est là, de quelque part le former, alors en mode rapide, tu vois? On regarde une ou 2 vidéos, on en parle, de le former, lui dire: «Voilà, votre état va être Mmh. extrêmement important. Si vous n'y arrivez pas, trouvez des ressources. Pensez, faites-vous une feuille où vous mettez vos ressources internes, vos ressources externes». Interne, c'est tous les trucs que je sais faire depuis moi-même. Externe, c'est, j'appelle un ami, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, je vais voir le voisin, je sais pas. Quelque chose qui va vous permettre de revenir dans cet état. Parce que ça va être le plus important pour que, celle dont vous Ouais, dépendez en direct, va pouvoir, le ouais. faire. Toi, je pense que c'est venu dans ta vie, de sage-femme, peut-être, imaginer, tu peux te rappeler des tout débuts ou d'autres sages-femmes que tu as pu voir faire, d'autres, praticiens de la santé, qui n'ont pas cultivé correctement leur mental et qui arrivent et qui participent à une catastrophe, en fait, dans ce moment. Et oui, comme par hasard, la césarienne, va arriver maintenant. Un truc typique, mais je pense que c'est peut-être toi qui me l'avais raconté, mais c'est l'enfant se présente pas bien, il se présente par le siège, et cetera. Mais en fait, c'est peut-être parce que toute l'ambiance autour est un peu anxiogène, crée de la tension et donc la maman n'arrive pas à revenir dans son ventre. Le bébé n'arrive pas non plus à se détendre et à comprendre comme et si, ah, tout le monde arrive à être détendu, en lien avec tous et toutes, Mais là, alors peut-être que le ouais. bébé, d'un coup, paf et je ne sais pas si c'est toi qui m'avais raconté une histoire comme ça peut-être où Ah oui, on retire de l'environnement ce qui crée de la ah dérégulation, oui. mais là d'un coup, bah, c'était ça que tu Oui, m'avais oui, raconté. c'était l'exemple que gynéco partait à 1h10 le matin en disant: «Je me prépare pour la césarienne». La sage-femme a fait les choses encore un peu pratiques de l'hôpital et en 11 minutes, on est allé de 3 centimètres de dilatation à la naissance d'un bébé. C'est presque impossible, mais la seule dans la chambre qui continuait à avoir confiance en le miracle, aussi les minutes avant, c'était que moi et le couple. Mais ça, on prépare pour des mois et des mois. Donc moi, j'aimerais bien savoir, les mamans, pour que tout le monde se réalise qu'une maman qui se prépare, qu'elle se prépare d'avoir des gens autour. Des fois, elle veut amener sa maman. Alors Ouais. là, je demande tout doucement, c'est quoi la position de la maman? Mmh. Maintenant, je l'appelle, est-ce qu'elle peut être en ventrale? Parce que la maman de la maman, qui voit sa fille, ça suffit pour avoir un blocage. Des fois, Ouais. ça va, oui. Mais donc, tout le monde qui est autour d'une femme qui va coucher, alors c'est très important qu'on réalise Vivent leur qu'elle doit paix, être en ouais, ventrale. leur paix intérieure et moi je dis le Ouais, le mot de lien est le ouais, mieux parce mot de que lien. c'est le plus Ouais. parlant. Donc j'ai utilisé le mot technique, mais il faut se sentir en lien et se sentir en lien avec l'autre, avec soi et avec le monde et rien que de le dire, même ça pourrait être une sorte de pensée magique. On dit aux gens: «OK, posez-vous la question un moment là, pour vérifier. Est-ce que je me sens en lien avec moi?» En fait, le simple fait de poser la question, moi quand je le fais, j'ai l'impression que je vais à l'intérieur et je vérifie. En lien avec l'autre, je vérifie: «Ah oui tiens, est-ce que j'ai fait gaffe à comment, tout le monde se sent autour de moi, machin?» Mmh. OK et avec le monde, mon environnement. OK, quand je fais tout ça, OK, ça me ramène vraiment à être donc en lien et Mmh. donc oui, il faudrait juste dire aux gens, voilà, vérifiez Oui. ça. Mais après, c'est une pratique d'arriver à constater l'endroit où, ah oui, d'accord, j'étais plus en lien ou Mmh. et d'identifier toutes les ressources qu'on peut Ouais. avoir. Ouais, c'est surtout pour les compagnons. Des fois, je les demande tout doucement, tu veux aller boire quelque chose, tu veux aller prendre un petit café et revenir.
je sens qu'ils sortent de leur ventral, mais ça, on prépare aussi pendant la grossesse. Donc, les compagnons qui peuvent accompagner un tout petit peu les consultations sont déjà dans cette confiance que c'est quoi leur rôle et que c'est important que quand la maman, je dis toujours quand ta femme elle te regarde dans les yeux, est-ce qu'elle voit un petit sourire très angoissé? Elle va avoir aussi l'angoisse, mais si elle voit quelqu'un qui est en pleine confiance, ça va aider. Donc là, je crois aussi les étapes d'être en ventral, ça aide beaucoup. Et l'autre chose, c'était sur En lien, oui. en Ouais. lien, oui. Tu l'appelles le ventre à l'aise, Oui, mais cette je position? pense, je pense que c'est le terme C'est plutôt technique. en lien. Et en voyant notre Ouais, discussion, je me suis dit, le mieux, c'est de plutôt le retirer, lien. en tout cas, puisque tu me demandais un peu comment l'utiliser professionnellement, Ouais, vaut mieux retirer c'est le bien. jargon. Ouais, Et c'est- là, on peut se autoréguler quand c'est juste prendre une petite chose d'abord ou Mhm. sortir un tout petit moment de la Ouais. pièce, se remettre. Des fois, je demande le papa d'enlever son pull et de mettre les 2 pieds par terre et respirer un tout petit peu. Et là, je vois qu'il peut Ouais. revenir. Ouais, il y a un Ouais, truc, tu sais, simplement des fois de venir et de mettre. ouais, Parce qu'en fait, on revient dans le corps. Et comme je ouais. disais tout à l'heure, le corps, on connaît tous qu'on génère de l'ocytocine, etc. Et c'est pareil pour un enfant, justement, puisqu'on voulait parler de ça aussi. C'est un enfant, en fait, qui est en train de vivre quelque chose, donc une dérégulation. Et les enfants vivent énormément parce qu'ils sont pas encore autonomes et ils comprennent pas encore tout le monde qui les environne, etc. Donc il se passe plein de choses. Si déjà on vient et qu'on est en contact ou qu'on est en proposition de contact, parce qu'il ne faut pas l'imposer, sinon ça peut devenir être un truc en plus qui va encore plus générer l'insécurité, alors que j'ai mal, par exemple un enfant qui s'est fait mal, souvent il n'a pas envie qu'on le touche, surtout pas à l'endroit où il a mal, ça va faire qu'augmenter. Et il va un peu descendre cette échelle dont je parlais tout à l'heure, il va peut-être aller encore plus bas, ou encore plus haut, ça dépend, en tout cas, ça va pas lui convenir, il va se sentir vraiment en insécurité alors qu'il l'a déjà. Et quand tu parlais de ces liens, j'ai encore une grande question. Oui, bah, ok. Souvent, je vois les jeunes parents, même quand le bébé est juste né ou dans les premiers jours, ils savent pas quoi faire. Ouais. Ils pensent, ils savent pas quoi faire. Donc, ils montrent une incompétence ou une insécurité et demandent aux soignants qu'est-ce qu'elle doit Mm. faire. C'est même de temps en temps mettre le bébé d'un sein à l'autre sein. Alors Ouais. là, la plupart du temps, je réponds, je peux aider, mais je ne peux pas aider. Parce que moi, j'aime bien que ça soit eux qui sont vraiment dans la conscience de j'ai la capacité. Donc ça, j'aimerais bien aussi comment des jeunes parents peuvent se remettre dans ce lien, d'être sûrs que ce sont eux les experts. Et ben voilà, de t'entendre, Ouais, d'entendre des gens qui leur disent. Pour moi, vraiment, de comprendre ce fonctionnement de la dérégulation et comment j'ai été en rupture de lien, comment je reviens dans le lien, ouais, d'apprendre ça, évidemment, ensuite de le cultiver. Pour t'expliquer, en tant que thérapeute, on va déjà accompagner la personne à identifier ces ruptures de lien qui génèrent des états. Et comme on disait tout à l'heure, un état de fuyant, un état d'agressif, un état de figement. Comment je repère ces états dans ma vie et on vit tous ces états. Et puis il y en a même d'autres qui sont un peu plus complexes, des mix, tout ça. Donc d'apprendre déjà à les identifier de toute la journée, le soir, à dire ah ouais, ok, je vois où j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Je n'avais pas pensé que c'est ça. Au moment où on me parle et où je pars complètement sur autre chose, en fait, c'est une manière de fuir la conversation qui en fait me fait mal à l'aise. Ouah, j'avais pas compris ça. Ça, c'est les plus durs à trouver. Donc voilà, on identifie ça. Et puis après, euh, le plus beau, moi, ce que j'adore vraiment enseigner aux personnes, c'est d'avoir de la compassion pour ce système nerveux. C'est notre biologie, d'accord? Il n'y a pas un endroit de notre biologie qu'il faut qu'on retire, qui n'est pas bien fait. Au contraire, des millions d'années de progression pour en arriver là, c'est parfaitement et parfaitement adapté à ce que l'on vit. Donc en fait, si notre système à un moment nous met dans cet état, nous fait réagir, etc., c'est sa meilleure manière de faire pour prendre soin de nous. Donc on va apprendre à avoir un peu de compassion, de relation, de connivence avec ce système. Et puis, on va identifier nos ressources. Et puis, petit à petit, on va apprendre à augmenter nos ressources. Et puis, petit à petit, surtout, on va apprendre à vivre avec des états. On va les voir, on va commencer à avoir une relation avec. Et on va petit à petit, moi, c'est ça tout l'objectif, c'est d'augmenter sa zone de confort. J'aime bien cette expression parce qu'on parle souvent de sortir de sa zone de confort. Si vous avez un peu compris maintenant, sortir de sa... Et je regarderai un peu les questions que vous pouvez avoir ouais, après. Sortir de sa zone de confort, si vous comprenez, ça veut dire aller rencontrer la réaction d'un système nerveux autonome. C'est juste ça. C'est-à-dire que si je sors de ma zone de confort, d'un coup, mon système va faire ah, là, ce que je vis, c'est de l'insécurité, et il va réagir de la meilleure manière qu'il connaît déjà. Aucune place pour la créativité, et surtout, je suis en rupture de lien. Alors, rupture de lien, elle est plus ou moins profonde,
Mais en tout cas, je suis dans cet endroit-là où d'abord, il faut que je me resécurise, que je re-rentre dans ma zone de confort pour pouvoir avoir voilà, une action cohérente, enfin, cohérente. Surtout inspirée et connectée à l'autre, à moi. Mais quelque chose que je vois aussi très souvent, c'est une maman ou papa. Le matin, il faut que les trois enfants soient à l'école à 8h30 et en plus, le bébé va encore boire et je dois l'amener parce que je dois le mettre dans la maxi dans la voiture et tout ça. Comment une situation comme ça dans le monde Ouais. actif d'aujourd'hui, comment les parents sont capables, dès le premier jour, de vraiment être dans cet état, cette zone de confort Comprendre que c'est et ça de, qu'il faut faire, ouais, parce que c'est ça, comme je vous disais tout à l'heure, en tant que thérapeute, parce que finalement, en tant que thérapeute, on vient souvent faire un peu le papa, maman, et cetera, parce qu'on ce qu'on vient aider, c'est, le petit enfant qui a eu des traumatismes et qui est resté bloqué sur en nous, voilà, en nous, comme adultes. chez le client, la patiente. On va relationner avec cette part qui est restée, donc cette part de système nerveux qui est restée immature et qui, fois après fois, depuis peut-être 45 ans de vie, bah, nous fait tout le temps vivre la même chose. On n'a pas réussi à le faire devenir mature. Et donc, le thérapeute, il a une relation comme avec un petit enfant. Et donc, c'est exactement la même chose qui va se passer d'un parent avec son enfant. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'être en lien. C'est ça Ouais, mon premier objectif. Donc, si on expliquait ça aux parents, ok, t'es pressé, il y a tout qui se passe, il y a l'enfant, machin, il n'a pas fait, machin, puis l'autre, il faut y changer sa couche au dernier moment, sa ouais, culotte, ou je sais pas quoi. Eh ben, comment je fais pour revenir en lien? Et peut-être que je vais pas y arriver sur le coup. Peut-être que je vais juste avoir des petites victoires jour après jour. Peut-être que j'ai décidé qu'on se prépare peut-être une demi-heure plus tôt. Je sais que ça nous fait lever plus tôt, mais au moins, on est sûr que peut-être que moi, je vais me lever une demi-heure plus tôt que les enfants pour déjà me prendre un petit café, prendre soin de mon ventral, prendre soin des trucs qui sont importants pour moi, où ils sont mhm, pas encore réveillés et où là, une fois que je suis plein ou pleine, plein et pleine de cette connexion à moi-même, alors je sais que j'ai de la mhm, ressource pour être en connexion avec l'autre. Et puis si j'en ai plus, quelles sont les ressources externes pour en avoir? Et c'est vrai que souvent, ben, surtout dans le milieu des parents solos, c'est ouais, absolument anti-physiologique, naturel. En fait, être tout seul avec un enfant, si on remonte à l'époque, comme je disais, des pierres à feu où on avait des mhm, tigres à dents de sabre, a priori, ouais, t'es sûr que t'es mort, quoi. Enfin, t'es une proie, t'as le bébé qui pleure. Enfin, c'est pas ouais, viable, entre guillemets. Donc notre système, il le sait, ça aussi. Donc il y a un moment, on est aussi à constater que notre société, de parents solos avec des enfants en plus ou moins bas âge, c'est pas très cohérent et qu'on a besoin de soutien. Ça peut peut-être aussi apaiser peut-être plein de parents, notamment des mamans, qui vont peut-être se trouver un conjoint ou une conjointe qui n'est pas peut-être leur idéal de vie, etc. Mais comprenez que c'est peut-être aussi une manière, une stratégie de votre système de ne pas être seul dans une situation où il y a une forme d'incohérence biologique, à être seul à gérer tous ces moments-là et à ne pas avoir de ressources donc externes à soi quand on est en train de vivre une rupture de lien. Alors qu'il bah, y a que nous comme ressources pour l'enfant, mais nous-mêmes, on n'arrive pas à être les ressources. ouais. C'est terrible. Donc, Donc du coup, c'est, plus on ouais, apprendra aux gens à cultiver leurs ressources intérieures pour s'offrir en étant en lien le plus possible à l'enfant, et quand elles ne l'ont pas, ces personnes, de pouvoir faire appel à l'extérieur, à des personnes pour venir les seconder. Des fois, ça peut être un appel téléphonique. Il peut y avoir des hotlines, une hotline de gens qui sont en ventrale. Tu les appelles et ils sont là. Mais ouais, je ne sais pas j'ai si vous avez déjà ouais, vécu ça, mais la quantité de fois où simplement au téléphone, j'imagine que ouais, tu as dû plein de fois, juste ouais, tu les rassures au téléphone. Et là, ah, heureusement que tu m'appelles. Ah oui, en fait, ça s'appelle les ressources externes. C'est-à-dire que je ne mhm, l'avais pas avec moi. Mais ça peut aussi se cultiver, les ressources internes. Pareil, les mamans pourraient peut-être avoir deux, trois trucs. Alors, tu vois, par exemple, simplement dire à une maman, en fait, si ça commence à être trop dans la pièce où tu es, tu dis à tout le monde dehors, ose dire des trucs comme ça, parce que là, du coup, tu retrouves ton espace et dedans, tu ouais. vas pouvoir recultiver ton lien, mais Et c'était un bon moment de demander ouais, des bah, questions? oui, des questions parce que ne pas rester dans notre lien avec Ouais, c'est nous-mêmes, vrai. je crois que c'est quelque chose de très, très actif pour beaucoup de mamans Ouais, et qui donne beaucoup de problèmes qui sont comme un miroir tout dans à les fait. enfants. Ouais. Donc peut-être ça, c'est un bon moment Est-ce d'ouvrir. qu'il y a des questions dans les personnes qui sont en ligne et les personnes qui sont ici, avoir envie de poser une question autour de ça? Parce que ça, généralement, ça éveille énormément la curiosité, notamment parce que ça parle d'une brique de base de notre fonctionnement biologique. Donc, est-ce que vous avez des questions? Une situation dure que vous vivez chaque jour Parce que nous, on peut en ramener encore, régulièrement. hein, mais Ouais. il y en a plein. Moi, j'en ai noté quelques-unes. En attendant, pour vous laisser réfléchir, moi, je pense qu'on est
parlais tout à l'heure de sentiment d'incompétence, sensation Ouais. d'incompétence. C'est Ça, comme les gens, je vois souvent, je vais dire encore autre chose que j'y ai pensé aussi. En anglais, on dit "It needs a village to raise a child". Il nous faut tout un village autour d'un enfant. Mais la réalité est que il y a beaucoup de mamans, papas qui sont seuls dans une maison, appartement, qui n'ont pas cette communauté. Et comment alors on peut, avec une théorie, aider les parents quand même si on n'a pas le village autour, de rester dans ce lien pour chaque fois être là, pour avoir. C'est pour ça que moi, je suis thérapeute. C'est parce que justement, je vais pouvoir aider les personnes à l'endroit où elles se disent, j'ai pas de ressources, il y a un truc qui n'arrête pas d'arriver, j'arrive pas à dépasser tel truc. Comment je peux faire? Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à identifier toutes ces ruptures de lien. Donc, petit à petit, commencer à créer en fait, du lien avec la rupture de lien, c'est-à-dire avec le fonctionnement du système nerveux autonome. Commencer à comprendre que c'est finalement un copain qui prend soin de nous depuis qu'on est tout petit. Parce que normalement, je ne sais pas pourquoi mon téléphone saute. Il n'en pouvait plus. Est-ce que vous nous entendez? Là, on ne sait pas. Ouais, ok. On va essayer comme ça. Désolé, il y a même des personnes qui sont parties. Donc, oui, je disais, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et c'est vrai que c'est des situations auxquelles on est tout le temps confronté. Et, et c'est vrai qu'en tant que parent, on aimerait avoir des ressources, mais même quand, parce que moi je travaille un peu cette situation de revenir au ventral, de conscientisation, ok, là c'est moi qui ai un problème, donc il faut que j'arrive à le gérer en intérieur pour pouvoir être présente et créative pour ma fille dans la situation. Et même en étant conscient de ce besoin de revenir en ventral, euh, parfois on est quand même dépassé par la situation. ouais. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il existe des groupes de parents, des lieux ressources. Donc, tu voudrais. Je rêve de lieux de parentalité où on puisse et voilà, aider nos enfants ensemble et s'aider en tant que parents voilà, à avoir les ressources nécessaires de cette pleine conscience ou juste du relais en fait. Voilà. C'est comme tu disais que ça s'appelle un enfant extérieur à nous, ça nous appelle notre enfant. C'est ça qu'il faut être en capacité de réparer. Moi, ce que je sens, c'est que trop se mobiliser sur de la ressource externe, c'est attendre que le monde réussisse à faire qu'on va réussir à s'agréger, on va trouver les bonnes personnes, etc. C'est potentiellement compliqué et c'est un peu mettre quelque chose qui est déjà un peu loin. Donc oui, c'est sûr que c'est idéal en fait de créer davantage de relations entre les parents et comment on va faire. J'imagine qu'il y a des associations, des tas de gens qui essayent de faire ça. Mais moi, là où ce que je sens qui est le plus important, c'est déjà soi-même. En fait. Comment moi je cultive ça? Et c'est pas que la maman, c'est le papa qui doit comprendre combien il a besoin d'être déjà une ressource pour toute la période avant la naissance. Et après, il va jouer un rôle, on pourrait dire presque équivalent. Il y a même il y a des papas qui le sont plus ou moins, mais peu importe. En tout cas, comment je cultive ça et que je comprenne aussi que c'est ça qui est en jeu. Moi, je voulais une petite expérience, c'est d'avoir compris que le petit câlin du soir, donc ma fille, voilà, on fait le petit câlin, je fais un câlin, et puis je la laisse. Une fois que j'ai compris ça, qu'en fait, qu'elle était en train de se co-réguler, peut-être que des fois c'est moi aussi, mais en tout cas, c'est surtout elle qui est en train de se co-réguler avec moi. Ben, d'un coup, je me suis mis à vraiment cultiver le lien. Et du coup, c'est pas juste un petit câlin et puis bonne nuit. C'est un petit câlin où je suis avec toi. Je suis vraiment avec toi. Et en fait, une fois qu'elle a fini de se réguler, elle me dit ça va, bonne nuit. On est nombreux, parents, de savoir ce truc-là qui va même nous frustrer à un endroit. Parce qu'en fait, on est dans notre petit enfant qui est en train de jouer un truc. Mais ce qui se passe en tant qu'adulte avec un enfant, c'est que en fait, elle a fini et elle nous le dit. Et en fait, on devrait célébrer ça. C'est joyeux. Cet enfant nous dit voilà, merci, super. Maintenant, je peux, parce que en fait, c'est ça notre rôle de parent. C'est en fait, tu te recharges et comme ça, tu peux retourner explorer le monde. Tu peux retourner explorer le monde jusqu'à ta zone, ce qu'on appelle hors de la zone de confort, hein, jusqu'au bout de ta limite, machin. Et puis, tu te casses la gueule, tu te fais mal, il se passe un truc, on s'est moqué de toi. Et puis, tu reviens, tu te régules, et puis tu repars. Et en fait, c'est ça la vie de l'enfant, c'est à chaque fois augmenter sa zone de confort. Et d'ailleurs, je vais rajouter ce petit truc, c'est en tant que thérapeute, l'objectif, c'est justement ça, de permettre aux personnes
d'augmenter leur zone de confort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des situations dans lesquelles, qui avant m'amenaient de la rupture de lien, j'ai travaillé dessus et je ne suis plus en rupture de lien dans cette situation. J'ai appris à être avec. Moi, par exemple, aujourd'hui, énormément, en tout cas, de petites araignées, de petites bêtes, je suis capable de les prendre et de les sortir. Peut-être qu'à un moment de ma vie, ça me terrifiait. En fait, j'ai fait un travail, je ne sais pas lequel, il y a plein de trucs qu'on fait dans nos vies, on n'a pas de théorie polygagale derrière, mais on a appris à être bien avec. Les premières fois où vous avez conduit, si vous avez conduit, c'était peut-être hyper insécurisant. Et après, ça devient une habitude. Et en fait, c'est ça, être dans sa zone de confort. Ce truc-là est avec, je sais être avec. Et donc, c'est vraiment ce travail-là qui est le plus important, je crois. Savoir être avec, par exemple, peut-être que quand on est seul dans un immeuble avec plein de voisins, peut-être qu'il faudrait aller voir un peu les voisins, plutôt que d'avoir peur d'un truc qu'on suppose qui est complètement dans notre tête. Donc, en fait, on va les voir, on apprend à relationner avec et on va apprendre à être avec. On va savoir à quels endroits on est en sécurité avec. Et peut-être que justement, le jour où on est seul dans notre appartement, il y a quelque chose de dingue qui est arrivé et que je sais pas quoi, on sait aller toquer chez les voisins. Parce que d'un coup, on est bien avec le fait d'aller déranger le voisin. Avant, on n'osait même pas le déranger. On l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Il y en a un qui l'a fait chez nous. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ça va. Et hop. Donc, en fait, je suis bien avec le fait que quelqu'un, un voisin, vienne toquer à la porte. Je suis bien avec le fait de le faire. J'ai plus de ressources. Je peux aller un peu plus loin. Et c'est exactement ce qu'on va faire un enfant, un bébé, qui va petit à petit, il va à chaque fois aller loin. Mais il ira loin que si on lui a permis de venir se réguler. Et après, il repart. C'est pour ça que j'adore la théorie polygale. Elle nous explique tout, en fait, comment on fonctionne, comment on s'est construit petit à petit depuis l'enfance. Et tous les endroits où on n'a pas réussi, c'est resté cristallisé. Il faut juste aider à ce que ça redevienne fluide à ce moment-là. Et on n'a pas besoin de se rappeler le trauma. On a juste besoin de retrouver un endroit du corps où ça se trouve. Parce que c'est tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est tout physiologique. Donc voilà, là, je glisse un peu sur le côté de thérapeute, mais le thérapeute, on va dire, ouais, comment tu sais que là, tu as peur, tu es terrifié, etc. Je sais pas, j'ai un truc dans les mâchoires, ok, d'accord, c'est dans les mâchoires. Et si on est là et qu'on permet que ça passe, ça va peut-être passer par des pleurs, peu importe, et que ce truc finisse par se lâcher, et il y a 1000 techniques différentes, hein. Le simple yoga du matin, la simple méditation, enfin, mais on n'est pas obligé d'aller faire des trucs très compliqués, mais même des trucs très très compliqués sont juste là pour nous aider souvent à relâcher les trucs qui étaient restés cristallisés, souvent qui étaient en enfant. Alors, vu qu'on est adulte, en fait, on a de la ressource maintenant, mais juste, il était encore là. C'était encore, on ne s'en était jamais occupé. Comme un enfant qui pleure, on n'était pas allé s'occuper de lui. On n'est pas allé s'occuper de son corps. Quand on s'en occupe, le puits du ventral, le puits du lien, ça Et circule. et encore une question, souvent quand un enfant pleure, j'entends dire, ah, ne pleure pas. Mhm. Si avec ton théorie, c'est quoi la réaction qui pourrait aider beaucoup? Qu'est-ce que moi, Moi, j'aime bien poser les. ouais, mais je pose ta question parce que moi, T'as j'ai déjà fait la ma réponse ou réponse. pas? Oui, oui, parce que j'ai fait la réponse, mon plus jeune, mais maintenant il est grand. Quand il était jeune, il pleurait. Mhm. Ouais. Et on ne savait pas pourquoi. Il n'était pas tombé, on n'était pas triste, il était super heureux. On était dans une éducation à domicile, donc j'étais là, dispo, tout ça. Et donc, la seule chose que je faisais, c'était je mettais de telle manière qu'il pouvait venir vers moi et pleurer, pleurer. Et de temps en temps, quand il a eu l'âge de pouvoir parler, je disais, c'est quoi que tes larmes te racontent? Il disait des fois des choses, mais des fois il disait, non, moi je ne sais pas du tout. Donc, il pleurait, pleurait, pleurait. Et d'un coup, c'était bien, c'était fait, et il sautait de mes jambes et continuait à jouer. Et ça, on a fait Ouais. pendant plusieurs années. Et moi, j'ai toujours eu l'idée, peut-être c'est quelque chose de notre passé ou de notre vie, je ne sais pas, mais il va relâcher. Ou peut-être c'est de sa naissance, peut-être c'est je ne sais pas quoi. Mais j'ai toujours le laissé juste comme ça. Et il est maintenant, il ne pleure plus jamais. Allez, plus jamais, sauf quand il y a son chat qui est mort. Mais il est très stable et en balance et tout ça, super, super bien ancré, en lien avec lui-même tout le temps, plus que tous les adultes que je connais. Mhm. Mais il a pu juste. Parce que tu as laissé. Mais j'ai jamais dit, allez, arrête de pleurer, c'est quoi ça? Mais Quand je t'as parlais de déjà. co-régulation, c'est Ouais. aussi simplement l'environnement. Tu n'as pas forcément besoin d'être au contact, etc. C'est-à-dire que si euh, l'individu sait que tu es là, et que donc, en fait, parce que c'est une question de perception depuis le système nerveux. C'est le système nerveux qui dit je suis en lien ou pas en lien. C'est pas, il n'y a pas telle méthode ou telle chose signifie être en lien. En fait. On est tous différents. Il y a des gens qui n'ont pas envie de contact, il y a des gens qui ont envie de présence, il y a des gens qui ont envie d'un gros câlin, il n'y a que ça qui les rassure.
Il y a des bébés qui veulent absolument le câlin. Moi, ma fille, si je viens l'interrompre pendant un pleur, elle me rejette encore plus fort. Et puis, je voulais répondre un petit peu quand même à la question que tu posais au début. C'est qu'en fait, ce qu'on va faire quand on dit arrête de pleurer, etc., c'est que nous-mêmes, on est en insécurité à travers ce qui est en train de se vivre. On peut essayer de chercher pourquoi, mais on n'est pas obligé de chercher pourquoi, de se retraumatiser en trouvant le ah, mais en fait, quand j'étais petit, c'est pas fait ci, c'est ça. En tout cas, quand ça se passe, ça m'insécurise d'entendre un enfant crier, pleurer, etc. Et donc, du coup, je viens avec mon sympathique agressif pour essayer de faire arrêter ça. Le sympathique agressif est énormément présent chez les parents qui sont rentrés en rupture de lien, en insécurité face à la situation. Alors, je peux aller jusqu'à te mettre une fessée, je peux aller te gronder, te priver de tas de trucs, parce qu'en fait, c'est moi qui suis en carafe, entre guillemets. C'est moi qui vais pas bien. Si je finis par comprendre ça, donc je vais arrêter de générer et de faire ce qu'on appelle le transgénérationnel. Enfin, moi, c'est là que je le vois. C'est là que je vais arrêter de faire du transgénérationnel, c'est que je vais transmettre des casseroles que j'ai héritées, qui ont été un petit peu transformées, sûrement amoindries, et je continue de les transférer parce qu'en fait, c'est depuis les systèmes nerveux immatures qui ont fait du transgénérationnel. Sinon, en fait, on se donne juste des potentiels et des ouvertures à la vie, quoi. Mais alors là, la situation idéale, c'est qu'un parent peut être toujours en lien avec lui ou elle-même, Ouais. et qu'alors là, l'enfant peut être plus libre dans son comportement. Et là, je pense dans tous les exemples de pratiques, quand il y a un couple qui vient avec un enfant, par exemple, avec un comportement impossible, ça peut être un bébé qui se réveille 10 fois par nuit pour voir toujours 2 minutes, et il me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Je demande d'abord aux parents, est-ce que vous êtes prêts pour un changement? Je ne commence jamais par l'enfant. Et ça aussi, je crois que c'est une idée que je dis au moment que, oui, si quelqu'un t'aime vite, et s'ils disent non, on n'est pas prêt pour changer les choses, je dis alors, on se revoit un peu de temps. C'est un choix. Et le moment qu'ils sont revenus, et là, la maman disait, maintenant, je suis vraiment prête parce que je ne peux plus. Et pas pour dire les parents sont responsables pour tout, mais je crois que ce système d'être plus en lien, c'est moins accusant. Parce que si on dit oui, mais c'est votre faute que votre bébé pleure tellement ou est debout dans la nuit tellement souvent. Mais si on dit ça, c'est parce qu'on est en insécurité. Mais le moment c'est qu'on parce que peut quelqu'un dire. amène un problème qu'on ne sait pas résoudre. Et ça va générer de l'insécurité chez la personne. C'est pour ça qu'il y a rupture de lien et qu'on envoie l'autre Je crois que balader. ça peut aider beaucoup qu'un parent réalise, OK, le plus que je travaille à être en lien, c'est dans ces changements-là que l'enfant, c'est juste le miroir. Et le moment qu'on voit qu'on est beaucoup plus là-dedans, que c'est OK, on aussi la décision de changer si c'est nécessaire pour le bien-être de la maman. Je dis toujours, ton enfant va suivre. Mais il n'a que 7 mois. Je dis oui, mais va suivre le moment que tu te remets en lien avec toi-même. Et ça, je voulais aussi demander, les enfants qui sont un tout petit peu plus âgés, les comportements impossibles, sans accuser les parents. Mais comment ça peut, comme tu dis aussi, se mettre en lien de nouveau avec soi-même. Moi, c'est ça, c'est faire de la pédagogie pour expliquer comment fonctionne leur biologie. Une fois qu'ils comprennent, peut-être qu'ils vont faire les liens d'eux-mêmes, ils vont comprendre que, ah, mais en fait, c'est parce que je faisais ça, etc. Et en fait, après, il faut les laisser faire. On a tous des vies singulières, de même que, comme tu disais, ton enfant, tu ne sais pas pourquoi il pleure à un moment. Bah oui, il y a des choses, on ne sait pas, c'est l'histoire singulière de la personne, ça ne regarde que elle. Et il n'y a pas des grandes théories de, ah bah, si on t'appelle fonctionnement, c'est que ça veut dire que tel truc. C'est à chaque personne d'aller faire son exploration. Et surtout, son apaisement, à faire ce travail de comment je sais m'apaiser, quelles sont les ressources que j'ai, auxquelles je peux faire appel. Et surtout, moi, en tout cas, ce que je découvre en tant que thérapeute, c'est est-ce que je m'engage dans cette voie? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'amener plus de sécurité dans mon environnement? Parce qu'on t'a fait comprendre que plus de sécurité dans ton environnement, à moins de crise, plus de détente, plus de joie, plus de lien, en fait, et tout ce que le lien va apporter. Est-ce que vous nous avez marqué des questions? Non, il n'y en a pas qui sont venues. N'hésitez pas. Ben, moi, une des techniques que j'utilise aussi, c'est cette espèce je me laisse être spectateur de ce que je fais vivre à ma fille
comme si quand je sens qu'il y a une émotion trop forte et que là, je dois revenir à moi pour gérer cette émotion et pas que ça impacte sur elle, j'essaye de faire ces techniques de distanciation, quoi, entre ce que je vois de moi qui pourrait être dans une réaction inappropriée pour l'enfant et ouais, comme si je devenais une caméra pour moi-même, je vois que mon émotion, elle prend le dessus. Alors là, je me dis, bon, là, c'est le moment de revenir à l'intérieur, dans ce ventral, pour s'apaiser et du coup, pas transmettre ça à l'enfant. Mais je sais pas si ça peut m'aider Non, non, aussi. mais tu vois, C'est une des techniques que j'ai trouvées comme ça, un peu exactement. sur le tard. Et tu vois ce que je disais tout à l'heure avec cette échelle, souvent, par exemple, on peut être l'état de sidération de figement dorsal dont je parlais tout à l'heure, et pas, c'est pas réservé aux dépressifs, hein. C'est-à-dire qu'on en vit plein. Par exemple, ton enfant fait un truc dingue, tu commences par être comme ça. Et le seul moyen de sortir de ça, c'est de se mettre en mouvement. Et il y a plein de trucs qui font, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Simplement, tu vois, de se taper sur la cuisse, de prendre une bonne respiration. En fait, c'est une manière qu'on a de remettre du mouvement dans notre système pour essayer de revenir. On est en train d'essayer de remonter de cette profonde insécurité. Et peut-être qu'idéalement, on va réussir à faire, OK, en fait, je me détends. En fait, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, en fait, c'est le seul état, j'ose le dire comme ça, c'est le seul état dans lequel je peux être créatif ou créatif. Dans les autres états, je ne vais faire que reproduire, certes, la meilleure stratégie que j'ai croisée, mais c'est tout. Et si jamais je n'ai pas croisé la stratégie qui correspond à ce qui se passe en ce moment, il va falloir l'inventer. Mais je ne peux pas l'inventer depuis mon état de réactif. Il va falloir que je revienne à un état de lien. Depuis cet endroit-là, d'un coup, je vais pouvoir faire. Ok, genre ça brûle. Tu vois, par exemple, ça brûle. Ah, j'essaie d'éteindre et tout. Il y a de la fumée. Ah, il y a de la fumée, il y a de la fumée. Ouvrir la fenêtre pour que la fumée sorte. Tu vois que la fumée est dans un. Et en fait, tu n'y penses même pas. Tu vois, c'est des tas de trucs comme ça. Tu ne penses pas au truc. Si tu arrivais à te détendre, à te poser, c'est vachement dur. On n'est pas tous des pompiers professionnels avec 25 ans d'expérience au métier derrière. Mais voilà, un moment où il y a un truc qui va pas, qui s'enflamme entre guillemets, dans le sens imagé du mot, est-ce que j'arrive à me détendre? Et c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec une souris qui sort d'un endroit. Et moi, j'ai pas de problème avec les souris. Enfin, en tout cas, là, je n'en ai pas eu, quoi. Il y a une souris qui est passée et je me suis vraiment vu. Moi, j'étais complètement détendu. Je dis ça parce que la personne est en face de moi. C'est rigolo. Et, et elle a crié, elle a eu une réaction alors très sympathique-agressive, justement, de beaucoup de cris, comme si justement le cri strident aigu faisait partie des souris. Bah non, ça n'a pas marché. Enfin, elle allait se cacher aussi quand même. Mais moi, en fait, du coup, j'étais détendu. J'ai pu constater, en fait, je suis assez tranquille avec les petites bêtes, etc. Mais c'est un chemin que j'ai fait. Avant, je ne sûrement pas. Et puis, on a des petites missions, on a des expériences singulières. Mais moi, à ce moment-là, j'étais assez tranquille. Il y a des endroits qui vont me. Mais j'ai encore une petite question qui Oui, vient dans ma tête. Quand tu dis quand il y a un feu, et on n'est pas toujours un pompier professionnel, mais on a un enfant et on n'a jamais été parent. Et je crois que là, d'un coup, quand même, il y avait les 9 mois, mais là, le bébé était encore dans le ventre. Et on sait, mais beaucoup de parents, oui, c'est très dur. On n'a pas les dire pour tout, il y a des écoles, mais pour éduquer un enfant, je crois que c'est encore quelque chose de très intense. On n'a presque pas de. Et les pleurs, Quand je dis on n'a pas la notice. la notice. on n'a pas la notice. On Oui. n'a pas la notice. Ouais. On est en paix. Oui. Et là aussi, c'est toutes les choses qui se passent dès les premières minutes. C'est immense, c'est immense. Et c'est ça qui revient aussi quand on n'est pas dans notre lien libre. C'est quoi ce bébé? C'est qui ce bébé? Qu'est-ce que je vais faire avec? Il pleure. Ah, ça pleure, mais ça pleure 2 heures et 2 heures des fois. Et qu'est-ce que je fais avec? Et je crois que c'est ça que beaucoup de personnes, maman et papa, sont dans aussi un peu la fuite. Même la fuite physique, je vois les papas doivent faire leur sport, ou doivent partir, ou doivent reprendre le travail parce que c'est trop dur. Comment votre théorie peut aider aussi là sur un domaine où on est. La théorie donne juste une lecture de ce qui se passe et une invitation, une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est et ça va être singulier. Qu'est-ce que tu veux faire?
Si le papa n'a rien envie de faire, il va rien faire. Si le papa, d'un coup, se dit, ah, ok, donc en fait, quand je pars, enfin, ok, c'est ça que je fais, et en fait, j'ai envie de changer, mais sans envie de changement, de toute façon, on va pas forcer quelqu'un à changer, ça ne marche pas. Ça, c'est du sympathique agressif, c'est parce que je suis pas à l'aise avec le fait que tu changes pas, ça m'insécurise, du coup, je veux que tu changes. Tout ça ne marchera jamais. C'est comme quelqu'un qui va faire, oh, tu vas te détendre. En fait, il va pas se détendre si on lui crie dessus, c'est contre-productif. Mais du coup, on le comprend, parce qu'en fait, agresser quelqu'un ne peut pas l'amener en ventral. Ça ne marche Mais pas. ça arrive souvent entre couples, hein. Quand il y a un bébé juste né, je vois beaucoup de couples qui font ça Mais oui. avec l'un l'autre. Crier sur Les son attaques. enfant, crier sur son ado Ouais. pour qu'il arrête, et ça ne marche pas. Mais en fait, ça met les pleurs, notamment pour un nouveau-né, vont réveiller des tensions à l'intérieur des frustrations, quoi, des tensions à l'intérieur des parents. Et du coup, ces tensions, elles peuvent s'exprimer l'un envers l'autre. Ouais. Alors que justement, il faudrait qu'on arrive à se regarder et à dire, OK, on revient en ventral ensemble et quelle solution on va trouver. OK, on fait une pause, chacun son tour. Justement, je trouve ça vachement intéressant. Il y a Nolwenn qui a écrit on peut leur expliquer qu'on a besoin d'une minute pour aller souffler, bouger, se réguler et revenir, le soutenir dans un état plus adapté ensuite. Et si je dis que je trouve ça intéressant, alors déjà, bah, oui, c'est exactement ça. Mais je trouve ça vachement intéressant, c'est qu'à des endroits, alors je vous le dis depuis, moi finalement, je suis peut-être d'ailleurs le seul homme là de l'Assemblée. Euh, j'ai été surpris un moment de découvrir qu'en fait, des parents parlent à leur bébé à un endroit où le bébé, il a quasiment pas d'expression, il est encore très très jeune, avant les 1 an, et expliquent avec des phrases un peu comme ça, un peu, je dirais, complexes, selon ma projection, trop complexes pour Ils l'enfant. comprennent. Et en fait, l'enfant, voilà. Ils comprennent. Voilà. Ils Alors là, on a comprennent. une experte qui nous dit, Oh, oui, ils ils comprennent. comprennent dès les premières minutes, parce que ce qui m'étonne aussi toujours, on les prend comme des imbéciles qui savent rien, qui comprennent rien, mais ils comprennent tout, mais surtout la voix. Moi, je l'appelle toujours, oui, la voix à l'intérieur, mais je crois qu'ici, on a mis le lien. Quand c'est une décision à l'intérieur, ou comme la personne dit là, il me faut vraiment une minute à moi, dis ça à un nouveau-né, il va te laisser cette minute. Certainement, parce qu'ils sentent que c'est un choix nécessaire pour ton chemin, pour ton lien, pour ton âme. Et les bébés réagissent. Tu es en train de prendre soin Ouais. de son. De, Et ils réagissent tu là-dessus. es en train de prendre soin de ce qui Ouais. produit de la sécurité pour lui. Ouais. Personne même- n'aurait envie, n'aurait Ouais. intérêt à interrompre un processus qui va Ouais. générer ça. Donc, Ouais. tout à Donc, fait. c'est super Merci. belle manière. Et oui, il y a Christelle qui dit que la parole n'est qu'une toute petite partie de la communication. Tout à fait, parce que justement, c'est ce que j'expliquais, tout est physiologique. Ça revient, merci, à dire que avant d'être des personnes avec un petit je suis qui relationnent, c'est d'abord des systèmes nerveux autonomes, enfin des systèmes nerveux. Et alors, avec le bébé, c'est encore plus évident. C'est qu'au début, on a quasiment que ça. Enfin, avant de vraiment réussir à comprendre, des fois même, quand il est tout petit, on se dit, ah, c'est ça qu'il a voulu dire, on n'en sait rien, on essaie d'interpréter. Mais en termes de communication, il communique par autre chose. Et donc, ouais, tout à fait. Merci. C'est un état, une posture. De toute façon, être en lien va générer plein de choses. Dans l'autre vidéo, j'avais partagé d'une amie son regard avec le Tao. Il disait simplement d'avoir les yeux qui se mettent un peu en arrière, c'est-à-dire c'est l'œil détendu en fait. Tout ce qui va être de l'ordre de la détente dans notre système, c'est un chemin vers le ventral, c'est peut-être en lien, et donc de commencer à pouvoir être une ressource pour les autres et se co-réguler. Et les co-réguler, leur permettre de se co-réguler. Oui. Et quelque chose de très encourageant, je crois aussi, c'est dans la parentalité. Même si nous avons perdu de temps en temps le lien, je suis sûre que nous sommes capables de déjà aider nos enfants de ne pas perdre ce lien. En juste disant, OK, tu pleures, tu pleures. Sauf quand il s'est tombé, c'est fait mal. Mais quand on sait, c'est juste parce qu'on amène le bébé partout. Ouais, on va faire le shopping, on va encore revoir une copine. Le bébé a reçu aussi toutes ses émotions, tous ses changements. Et le soir, des fois, il pleure juste pour relâcher. Mais ça, c'est autrement quand le bébé a un problème physique, quand un problème de ventre ou n'importe quoi, ça, c'est autre chose. Mais si on sait que c'est ça, on peut déjà dire, OK, laisse venir, même si on ne sait pas exactement quoi. Mais je crois que ça aide déjà qu'on ne fait pas la même chose de blessure, de les couper, de dire, allez, arrête-toi, maintenant, ça suffit, tu as 3 ans, mets-toi sur tes jambes et ça y est. Non, laisse-les faire leur kiss par terre et juste voir qu'ils se
heure par heure même. Là, je mettais de temps en temps des coussins. Ma fille, elle avait aussi une énergie énorme. Je disais, OK, je vais faire une crise par terre. C'est une bonne idée, mais on met des coussins et tu vas pas taper sur quelqu'un d'autre. Tu vas juste faire toi-même ton truc. Je restais tout calme. Je disais, bon, ça va, est-ce qu'il fait trop chaud? Je faisais un peu l'air frais, mais je ne pouvais pas résoudre la situation. Mais je pouvais juste être là et je crois que ça aide aussi qu'eux, ils nous passent ce lien, que nous sommes coupés. Eux, ils le sentent directement, vu que leur sécurité à ces âges-là est dépendante directement. Ouais. Et ils sont, vous savez, comme la maman, son état, c'est la maman le plus, parce que quand même, on vient tous du corps d'une maman. Et donc, on est hyper lié à l'état émotionnel de la maman. Donc, il faut énormément en prendre soin. Ça, c'est un message pour les papas aussi. On a besoin Ouais. de faire ça. Et tant qu'on ne l'a pas compris, on a un chemin un peu semé d'embûches. Quand on commence à le comprendre, bah, ça nous met sur le chemin de ça. Je voulais dire un autre truc pour proposer une ressource qui m'est venue là, spontanément en lisant vos commentaires. C'est que un truc qui peut aider, parce qu'on est là quand même depuis tout à l'heure, vous m'avez posé plusieurs fois la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je ne suis pas du tout adepte de qu'est-ce qu'on peut faire, mais pour vous expliquer comment on peut cultiver des ressources, par exemple, une fois qu'on comprend que, OK, j'ai été dans cet état, donc je n'arrivais pas à offrir un état connecté, un état en lien à mon enfant dans cette situation, bah, peut-être le soir en se couchant, n'importe quel moment de votre journée, si vous repassez les moments, donc comme ça c'est ce que je vous expliquais, c'est identifier en fait les moments où on est en rupture de lien. Commencez à faire ce travail de les identifier. C'est comme l'enfant qui comprend que ça y est, en fait, on lui dit j'ai besoin d'aller dehors, je suis en train de faire le travail pour. En fait, c'est déjà un truc qu'on est en train d'enclencher. Et ça va déjà changer votre rapport à votre système. Et vos systèmes réactifs, il va petit à petit peut-être pouvoir se détendre à ces endroits-là. Et si vous imaginez, donc imaginons que vous êtes le soir dans votre lit, tout est fini, vous allez dehors, machin, et vous repensez aux endroits où vous avez eu de la déconnexion, avec ces 3 types de déconnexion notamment, et de vous dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? En fait, vous revivez la situation en vous disant, OK, si j'avais été en ventral, alors soit juste si j'y avais été, ça peut être une première idée, c'est que vous commencez à paver votre imaginaire d'autres manières de faire. Parce qu'en fait, vous pouvez être créative à ce moment-là. Vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Parce que là, vous êtes détendu. Là, vous avez la créativité pour réagir. Et donc, la prochaine fois que ça arrivera, bah, peut-être que vous aurez autre chose. Parce que vous êtes capable de regarder vos états, idéalement avec compassion et connivence même. On va dire, oh, purée, c'est pour ça que je fais ça à chaque fois. On peut se mettre à en rigoler, avoir un petit sourire de connivence. Et petit à petit, on s'offre un peu plus. Parce qu'on va être capable, à la prochaine fois, de l'accueillir. C'est un peu comme un bébé qui crie. Peut-être que, enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, un bébé qui crie, j'ai beaucoup plus de latitude d'accueil qu'avant. Avant, oui, j'avais mon sympathique agressif qui voulait que ça s'arrête. Ou alors, je fuyais dehors. J'avais d'autres stratégies. Et aujourd'hui, bah, j'y arrive mieux. Je pourrais faire encore mieux peut-être. Donc voilà, je vois qu'on a déjà fait 1h15. Est-ce que vous avez envie de partager? Est-ce que vous avez encore des questions? Ah, il y a, merci Christine qui tout un message. Ça me donne envie d'en savoir plus, d'accord. Alors, il faut savoir que Christine a accouché ma fille. Enfin, c'est surtout nous qui l'avons fait, mais Christine était là. Elle nous a quand même beaucoup aidé. C'est Christine. J'utilise beaucoup avec plein de petites choses et actes que j'ai souvent faits pour retrouver le lien à moi-même, puis à l'autre, afin de mieux accompagner mes enfants, mes clients. Donc, alors, merci pour la clarté. Elle demande si on a un ouvrage à conseiller. Alors, moi, je sais que je me suis formé avec Ludovic Leroux, qui a écrit 2 livres qui sont complémentaires sur le nerf vague. Ludovic Leroux. Et vous pouvez aussi aller trouver plein de ressources. Vous tapez pleine-confiance sur Internet et vous allez trouver un site sur lequel vous pouvez mettre votre adresse email. Déjà, il y a un film de 25 minutes. Et puis, vous pouvez mettre votre email et recevoir plein de contenus qui vont vous faire des petits pas dans ce sens-là. De quoi? Ludovic Leroux. Et, ah oui, et Gabor Maté, mais ça, c'est plus processus thérapeutique. Ouais. C'est un peu autre chose. Ça en fait partie, mais plus indirect. Je pourrais même vous mettre, mais je l'ai pas là, mais je pourrais vous mettre le mot. Donc voilà, je crois qu'on arrive au bout. Alors, mon téléphone, c'est encore déconnecté. Je vais essayer de le relancer. Voilà, c'est revenu. On va essayer de continuer la clôture comme ça. Qu'est-ce que vous sentez que vous avez, qui a été particulièrement vivant? Vous pouvez me parler du cœur ou de la tête.
pour vous dans ce moment. Et puis dans le chat aussi, vous pouvez jouer le jeu, vous pouvez le faire de votre côté, vous pouvez l'écrire dans le chat, ça sera partagé aux autres personnes. Et puis vous ici, qu'est-ce qui vous reste dans le cœur et peut-être dans la tête, dans l'esprit? Ça m'a plu de t'entendre de ton côté. Lui, même chaque jour aussi. Les enfants sont grands, mais on a vécu et encore, et dire tout. Et l'invitation quand même de reprendre les groupes maman, papa, que j'ai fait avant le Covid et tout ça. Et donc ça aussi, c'est comme une vie de maintenant, que on vit de temps en temps. Donc ça m'inspire très fort ce que Célia a dit. De se remettre, même si on est avec quelques mamans, papa, ça peut vraiment donner beaucoup de... Ça peut aider de lire, par exemple, le livre ensemble. Je crois que des choses comme ça peuvent aider beaucoup. Ouais. Tu voulais nous partager toi aussi quelque chose? Ben, c'est vrai que j'ai été beaucoup en travail pendant les 3 premières années de ma vie. Et qu'au bout de 3 ans maintenant, je vais avoir 4 ans ce week-end et je me dis, ah, il y a du chemin parcouru. et je suis contente d'avoir réussi à trouver quelques solutions, quoi, quelques possibilités de détachement et de sentir que mais j'aurais aimé dès le début être préparée à ça, en fait. Parce que mine de rien, quand je me retourne et que je vois les 3 années qui viennent de passer, ben, ça m'a pris du temps de comprendre et de trouver les solutions à l'intérieur, quoi. Donc, je souhaite que l'humanité, elle évolue et qu'on puisse s'entraider, quoi, entre parents et que vraiment on puisse résoudre ça, enfin, résoudre. En tout cas, que diffuser le plus largement possible pour que les nouveaux parents soient un peu plus armés et présents en eux pour leurs enfants. Pour pas faire des générations qui continuent à reproduire. Donc, ouais. Merci. Moi, j'ai une pépite qui me vient, tu l'as dit je crois à 2 reprises, combien tu te relis, j'ai l'impression, tu parlais de miracle, par exemple, quand tu disais, toi, tu savais que cette femme, le miracle était encore possible, c'était la seule personne connectée au fait qu'elle pouvait vraiment accoucher avant le déclenchement. Et ça me relie à cet endroit de cette compétence de sage-femme, justement de se relier. Tu vois, je parlais que c'est des systèmes nerveux, donc moi, ma, ma compétence en ce moment de thérapeute, je me relie en fait au système nerveux derrière. Je me relie en fait à une forme de la biologie et d'avoir la confiance en fait que ça va aller, qu'en fait la personne elle a la ressource et tout peut se passer. En fait, la vie est là et qu'il faut juste lui donner les bonnes conditions pour qu'elle puisse émerger. Et j'ai senti cet écho très très fort et encore plus voilà, au seuil d'une nouvelle vie que tu partageais. Ça m'a bien touché. Merci. Ça donne envie, juste pour rajouter, ça me fait penser, ça m'a très fort donné envie de proposer des accompagnements dans les hôpitaux où c'est quand même problématique au niveau des accouchements. Voilà. Pour aider les gens à être dans le airbag avec des instruments-thérapies, par exemple, essayer d'apaiser, qu'il y ait une ambiance générale, en fait, qui soit dans une détente et dans quelque chose du coton, quoi, quelque chose d'un peu doux, où tout le monde, en fait, est appelé à sa douceur. Et que tout le monde, petit à petit, le soit, que quand on arrive sur une chambre, justement, à l'hôpital, et qu'il y a écrit maman enceinte à l'intérieur, que ce soit comme une évidence qu'on va rentrer avec encore plus de précautions. Bon, l'idée, c'est qu'il faudrait peut-être faire ça avec tout le monde, mais on n'en est pas encore dans une société qui est peut-être prête à... Et c'est une bonne porte d'entrée parce que justement, l'entrée dans la vie, la naissance, la grossesse sont des moments tellement clés que faudrait qu'on en prenne beaucoup plus soin. Mais je crois que ça devrait être dans les éducations, dans les écoles de sage-femme et ça, ou doula. Et ça, c'est pas le cas dans le monde classique, je veux dire. On devrait dire, avant que tu entres une porte où il y a une dame qui est en travail, on prend d'abord soin de soi-même. Parce que quand tu cours entre 3-4 chambres, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu travailler dans ce système. Et moi, je fais la même chose quand je dois aller au bureau pour faire quelque chose et on m'attaque plein de choses. Si ta femme, elle ne va pas continuer, si elle continue comme ça va être une césarienne, blablabla.
avant que je rentre la chambre. Moi, je fais très, très, très consciemment. Je fais que tout ça restaure avant que je mette un pied nouveau dans la chambre. Mm. Et j'ai vécu une situation extrêmement dure en décembre de l'année passée. Et là, j'ai dû dire aux couples que je accompagnais, dans le mois qui suit, je ne veux pas rester dans mon lien. J'avais vécu terrible. Et pendant tout un mois, j'ai pas accompagné les mamans. Ce qui faisait Bravo. très mal au couple, allez, à moi-même et au couple, mais je les ai dit quand je le regardais dans les yeux, j'ai dit, je ne suis pas dans mon état où je dois être. Et je crois que chaque birth keeper, même si c'est une doula ou un compagnon ou une sage-femme, devrait être honnête avec elle ou lui-même pour dire, c'est impossible, je ne suis pas dans mon état, mais il faut faire pas comme sage-femme ou birth keeper, mais aussi comme maman ou papa. Des fois, on n'est pas capable de rester, alors il faut de l'aide de quelqu'un d'autre. Dans ma situation, c'était mes collègues qui ont pris le relais. Et je crois que pour des parents, c'est aussi bien de temps en temps dire, écoute, il me faut de l'aide maintenant. Que je puisse me retirer, même si c'est pour une demi-journée. Ou ça, Oui. je crois que ça aide aussi pour le relais. Et ça peut être une grand-maman, ça peut être une copine, ça peut être Mhm. ce village autour. Je- J'aimerais bien Oui. ajouter quelque chose à ça. C'est que, oui, d'une part, il y a l'éducation des parents, et d'une autre part, effectivement, ce village qui est tellement important. Et face à ça, je voulais juste vous partager que je suis en train de lire déjà depuis tout un temps avec la petite, j'essaye de temps en temps reprendre le livre. Et je ne sais pas s'il est traduit en français. Moi, je le lis en néerlandais, mais le titre en anglais, c'est Hunt Gather Parents de Michaeline Doucleff. Je peux peut-être aussi le noter dans le chat. Et donc, c'est au fait une PhD qui a été dans des tribus et qui a pu vivre comment on vit dans les villages. Et donc, je pense que c'est vraiment important de réessayer de recréer ces villages. Et aussi, euh, comment moi je ressens ça, c'est que, allez, les premières années, pour moi, le bébé, c'est important qu'il est surtout aller chez les parents et aller le plus encore aller chez la maman. Enfin, c'est le papa qui porte la maman et voilà. Mais à ce moment-là, c'est pas toujours facile de donner son enfant à quelqu'un. Et on n'a pas besoin, en tant que maman, parfois, de toute une journée pour se ressourcer. Mais si on a ce village où on peut aller et juste dire, voilà, maintenant j'ai besoin d'une petite heure de repos et que tu sais que ton enfant, il est là en sécurité, que toi, tu peux aller te reposer et qu'il y a un village qui t'aide à te porter. Et je pense que essayer de recréer ça est important. Et alors, quand on crée ces villages, et quand on parle alors de sécurité et de... parce que bon, quand on regarde dans le passé, quand on a vécu dans les villages, le, les, je cherche mes mots en français, hein. La sagesse était transmise des ancêtres à ancêtres à ancêtres, et donc les gens vivaient d'une certaine manière. Nous, on est plus connectés à ça. Donc, si alors, dans le monde dans lequel aujourd'hui on vit et on se dit, OK, on veut recréer des villages, je pense que c'est aussi important d'aller voir, OK, quelles sont les valeurs dans ces villages. Et alors, OK, oui, on peut aussi ressentir que, ah oui, moi, je porte aussi la valeur de sécurité, la valeur de confiance et la valeur de ça et ça. Mais ce n'est pas parce qu'on porte les mêmes euh, valeurs en théorie que pour ça, on sait comment agir dans la pratique. Et c'est pour ça que l'éducation des parents est important pour pouvoir aussi éduquer ou accompagner les bébés et les enfants. Et pour moi, ça se passe déjà d'une partie préconception. Euh, et d'autre part, naturellement, on en apprend tous les jours face au miroir que les enfants nous donnent. Donc voilà, juste une petite chose que je voulais ajouter. Bertrand, moi Parce- aussi, ma fille, elle arrive. J'ai pas entendu. Oui, on grandit. On grandit beaucoup avec eux.
Ah oui, oui, bien Ouais. sûr. Oui, oui. Merci pour ton témoignage. Je suis vraiment d'accord avec l'éducation des parents. Ouais. Et je voulais mettre un petit bémol aussi sur euh, que ça ne signifie pas être mou ou ce travers de l'éducation bienveillante où on se laisse manger, etc. Parce qu'en fait, il y a pas de crainte depuis son ventral, depuis son lien. En fait, on sait ce qu'on veut pas. On sait ce qui est juste, ce qui est pas juste. On est vraiment connecté, je dirais même à la vie, pour utiliser ce terme. Donc, du coup, il n'y a pas de crainte à ce qu'on devienne trop mou, se faire manger sur le dos, etc. Voilà. Mais il y a pas de crainte, en fait. C'est plus un espace de crainte. C'est vraiment ça, d'ailleurs, qui définit qu'est-ce que c'est le ventral. C'est mon système ressent qu'il n'est plus en danger. Donc, c'est extrêmement relatif et singulier à chaque personne, à chaque moment. Euh, donc, il y a pas de grande théorie à faire là-dessus. C'est juste comment je me sens et comment je fais pour aller encore mieux. Pour moi et puis pour les autres et pour mon enfant. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à Linoé pour ta présence, tes partages et ta compétence. Merci. Merci à vous aussi. Super interaction. Merci à tous. Salut, salut.